micro. Est-ce que c'est mieux là-bas, ici, comme vous voulez? C'est vous qui décidez. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas certain de pouvoir répondre à des questions métaphysiques, mais ce que je vais vous proposer, c'est effectivement une approche en deux temps. D'abord, de faire un tour d'horizon conjoncturel de la situation de l'immobilier résidentiel, et puis ensuite de prolonger cette approche avec une analyse davantage axée sur le moyen long terme, et notamment un certain nombre d'enjeux autour de 5 transitions sur lesquelles je développerai 2 points pour rester dans le timing qui est le nôtre. Alors, sur la dimension conjoncturelle et les perspectives de court terme, je crois qu'on va reprendre beaucoup de points qui ont été évoqués, peut-être en élargissant un tout petit peu, mais vous me pardonnerez s'il y a des redites par rapport à ce qui a été vu auparavant. Quand on voit le contexte de l'immobilier, il faut toujours avoir différents repères. L'immobilier, c'est résidentiel, c'est avant tout le moyen de loger des gens. Hein, et donc, il y a une dimension d'habitat. Donc, forcément, il y a une première dimension, c'est quel est l'état d'esprit des Français au regard de ce sujet du logement. Et quand on observe des courbes sur très longue période, ici, on commence en 1986, hein, donc on est sur plus de 35 ans de courbes. Bon, on observe les intentions de dépenses d'aménagement du logement en bleu, les intentions d'achat de logements en jaune, et on voit qu'on est à des niveaux qui sont parmi les plus hauts niveaux jamais atteints sur les 3 dernières décennies et demie. Et quand on compare ça avec un autre indicateur, hein, qui est assez représentatif des modes de vie, c'est l'achat d'automobiles, qui lui est enviolé. Bon, on voit à quel point le fait que ça se tient haut est quand même révélateur d'une image du logement qui reste extrêmement positive. Et cette image du logement, elle renvoie probablement à deux dimensions très différentes. Il y a une dimension qui est une dimension qui relève de l'habitat, c'est-à-dire de la dimension de la cellule familiale, de la recherche de bien-être, une recherche de bien-être qui a pris beaucoup d'importance sur les dernières années, bien sûr pendant la crise de la Covid, mais même auparavant, avec parfois une tendance même sur le repli à la cellule familiale. Puis il y a une autre dimension qui est une dimension davantage patrimoniale et d'investissement sur le fait que, sur longue période, l'image du logement s'est toujours révélée extrêmement positive et quasiment chacun d'entre nous a une sorte de mémoire économique autour de l'immobilier qui lui dit que finalement, le logement a été le bon investissement sur très longue période, que c'est le investissement qu'il faudrait absolument faire, etc. Et même quand les gens se projettent un peu dans l'avenir, ils ont cette idée que finalement, le logement, c'est bien parce que ça apporte des loyers qui sont indexés sur l'inflation, donc dans un contexte inflationniste. Voilà. Donc il y a une image qui est extrêmement positive autour du logement aujourd'hui. C'est le premier élément de contexte, même si quand on regarde de plus près, vous voyez que depuis le mois d'août 2021, ça a eu quand même tendance à baisser significativement, bien sûr en lien avec la baisse du climat de confiance dans le pays. On a la traduction de ça d'une certaine façon à travers l'activité dans l'ancien. Alors je sais que vous êtes très concentré sur le neuf, mais moi qui suis un observateur de l'ensemble du marché résidentiel, je suis obligé de vous rappeler que l'ancien, c'est plus de 80% du marché, pour les ménages en tout cas. Et donc, que se passe-t-il? On est à des niveaux de transactions qui ont atteint précisément en août 2021 un cumul sur 12 mois de plus de 1,2 million de transactions dans l'ancien, donc record toute catégorie, absolument pas d'équivalent. L'avant-crise financière, donc 2005-2008, on était autour de 800 000, on a pris 50% depuis, donc un maximum historique. Et dans le même temps, également une légère tendance à la baisse. Alors à la fois, effectivement, on est en train de baisser, et en même temps, cette tendance à la baisse nous ramène vers 1 150 000 logements par an, donc c'est-à-dire le maximum historique si on laisse de côté celui de l'an dernier.
Donc à la fois ça baisse et en même temps on est dans une situation extraordinairement forte. On le voit bien avec la tendance mensuelle. Hein. La tendance mensuelle est à 95 000 logements par mois en transaction dans l'ancien. Et ça nous oriente vers un peu plus d'1,1 million par an, donc toujours à des niveaux extraordinairement élevés. Donc une activité très soutenue dans l'ancien, premier critère, et une activité très soutenue qui se traduit finalement par une dynamique des prix qui elle-même reste très soutenue. Je vous rappelle que les indicateurs INSEE notaires, donc ceux qui font référence aujourd'hui pour mesurer les prix, c'est une évolution des prix sur 12 mois qui est de 6,4% l'an sur les 12 derniers mois sur l'ensemble du pays. Donc là aussi, on a l'impression que tout va très bien, qu'on est à un très haut niveau, que la dynamique est très forte. Il y a quand même là encore de mais, parce qu'il y a deux dimensions à prendre en compte. La première, c'est celle que vous observez tous les jours sur les derniers mois, qu'on a pu identifier à travers les publications récentes de meilleurs agents ou de LPI, qui nous disent que la tendance instantanée sur les prix, elle est extrêmement faible et qu'on est sur un très fort ralentissement. Alors, bon, on sait aussi qu'il y a un facteur saisonnier, que le troisième trimestre n'est pas nécessairement le trimestre où la tendance de hausse des prix est la plus manifeste. Il y a une autre dimension qui est très importante, c'est celle que montrent les deux courbes, la disparité entre les deux courbes du haut, c'est-à-dire celle qui nous montre l'évolution des prix sur Paris-Lyon, globalement l'évolution dans les grandes métropoles, celles qui sont le plus en avance en termes d'évolution des prix, et on voit qu'on est en stagnation de prix, grosso modo, depuis 2 à 3 ans à peu près, un peu plus longtemps à Paris, un peu moins longtemps à Lyon, mais sur le fond, on est quand même sur une tendance à la stagnation, alors que c'est précisément les secteurs pour lesquels la hausse des prix depuis la crise financière de 2008-2009, avait été la plus massive et la plus majeure. Vous voyez bien qu'à partir de 2008-2009, on a eu cette double tendance à l'euphorie des prix sur les grandes métropoles et à une sorte de stagnation pendant une dizaine d'années des prix dans tous les autres secteurs, dans toutes les autres zones géographiques. Et là, on a une sorte de rattrapage qui s'est opéré depuis 3 ans, avec une forte remontée des petites agglos, des zones rurales, des maisons également, des maisons de province qui étaient jusque-là en fort recul, et au contraire une stagnation, en l'occurrence du collectif dans les zones hyperurbaines et dans les grands centres-villes. Cette disparité-là a continué à prévaloir, puisque à côté des 6,4 en national, on est à plus de 8 en province, on est sur une tendance beaucoup plus faible pour les appartements d'Île-de-France, etc. Donc on voit bien que cette tendance-là, cette nouvelle distribution géographique, elle vient un petit peu nuancer le diagnostic qu'on peut faire. Autre élément qui vient nuancer, c'est ce que vous avez évoqué, donc je ne vais pas y revenir beaucoup, mais effectivement, sur le plan de la construction, on a quelque chose qui est quand même très différent, c'est-à-dire que, d'abord, on a ces deux courbes, autorisation d'un côté qui nous dit qu'on est à un record, et puis construction qui nous dit que, grosso modo, on est dans la moyenne des 15 dernières années. Alors, bien sûr, les autorisations ne sont pas représentatives. Il y a cet effet de rattrapage des autorisations que l'administration a eu du mal à enregistrer à la fin d'année pour prendre date avant la mise en œuvre de la RE 2020. Et effectivement, comme c'était évoqué dans l'une de vos slides, on n'est pas non plus absolument sûr que toutes ces autorisations vont être suivies d'une mise en œuvre, puisqu'il y a manifestement une forte augmentation des abandons pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons structurelles qui sont liées à la construction, c'est-à-dire l'ensemble des difficultés que vous vivez sur les pénuries d'intrants, sur les hausses de coûts de matières premières, sur les hausses des coûts de main-d'œuvre, sur la difficulté à trouver du foncier, etc. Et donc,
La courbe la plus représentative est effectivement ce qui se passe en matière de construction, avec des situations qui sont quand même très différentes entre l'individuel, où on a connu depuis 18 mois une dynamique extrêmement forte et qui est en train de ralentir très nettement, ralentir et en plus de créer des difficultés chez les CMistes pour des raisons de gestion de ces disparités de coûts, et le collectif qui est en train de reprendre un peu, mais qui reste dans une situation difficile où globalement au niveau national, il y a peut-être un peu moins ce qui se passe. Alors, je n'ai pas les chiffres du 3e trimestre, moi, au niveau national, hein, mais jusqu'au 2e trimestre, on observait davantage une difficulté à reconstituer les portefeuilles d'offres qu'une difficulté à vendre, même si aujourd'hui, à 100, 110 000 logements vendus par an, on est loin des 130 000 qu'on avait connus pendant 3 ou 4 ans auparavant. Donc une situation moins favorable, mais là aussi, si comme pour l'ancien, on regarde les indicateurs de prix, il y a des éléments qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire qu'on voit que, grosso modo, la hausse des prix sur un an, elle est de l'ordre de 5%. Alors, on va dire finalement, c'est plutôt un bon point pour le neuf, parce que on continue à être décalé par rapport à la hausse des prix de l'ancien. Et d'une certaine façon, il y a une marge de manœuvre, de rattrapage. Et l'écart entre l'ancien et le neuf, finalement, c'est un peu réduit structurellement sur longue période. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour la compétitivité du neuf. Le problème, c'est que quand on regarde l'évolution des prix, donc vous avez en orange l'inflation du prix des biens et services, hein, c'est l'indice d'inflation qu'on suit tous les mois, qui est autour de 6% actuellement pour la France, et puis vous avez en bleu l'ICC. Et donc vous voyez que le coût de la construction, en général, il surréagit à l'inflation nationale générale. Et non seulement il surréagit, mais il a tendance à progresser plus longtemps, plus vite que l'inflation. Et ça laisse augurer rien de bon pour les mois à venir. Alors, on peut espérer que ça sera géré différemment de l'expérience qu'on a sur les 20 dernières années. Mais si c'est un phénomène qui se reproduit, on a devant nous un risque de montée des prix sur la construction qui se poursuit à la fois au-delà de l'indice des prix et plus durablement que la montée des prix. Et là, au contraire, c'est un risque pour le secteur de la construction de devoir faire face à des hausses de coûts qui sont bien supérieures à celles qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas qui feraient durer les hausses de coûts bien davantage que l'inflation nationale. Alors, on a vu très rapidement l'ancien, le neuf, les quantités, les prix. Il reste deux dimensions à prendre en compte pour bien identifier ce qui se passe sur le marché de l'immobilier résidentiel. La première dimension, elle est évidente, c'est celle du crédit, puisque effectivement, le crédit, c'est le principal vecteur de financement. Et là, on observe un retournement très significatif avec une hausse des taux sensible et une hausse des taux qui devrait être durable parce que le prix du crédit pour l'État, l'OAT, est nettement à la hausse, que les taux d'intervention de la Banque centrale sont nettement à la hausse et donc la dynamique de hausse des taux ne fait que commencer. Alors, là encore, il y a ce facteur qui est un facteur d'alerte. Et puis, quand on regarde la distribution de crédit sur les derniers mois, on voit qu'on est toujours hors réaménagement à peu près 20 milliards de crédits par mois. Donc, ce qui est un niveau extrêmement élevé, qui reste parmi les records jamais atteints ces dernières années. Donc, et c'est l'argument de la Banque de France, il n'y a pas de problème de crédit. Le crédit continue à être distribué à très haute dose. Et c'est vrai qu'on a, je crois, quelque chose comme 1400 milliards de crédits habitat en France aux ménages. Donc c'est un montant absolument considérable. Ce montant-là, un encours progresse de plus de 6% l'an. On se dit que s'il ralentit un tout petit peu à 5%, ça ne va pas forcément être très grave. Et ça, c'est le raisonnement de fond de la Banque de France
sur beaucoup de sujets. Il faut comprendre qu'ils sont sur cette idée-là. Et aujourd'hui, on est toujours à plus de 6% lent, même si ça a très légèrement ralenti. Donc voilà ce qu'on observe. Et puis il y a un dernier point, si on veut considérer l'évolution du marché résidentiel sur un angle conjoncturel, c'est le fait qu'il y a un facteur nouveau qui rentre en ligne de compte, c'est la mise en œuvre des DPE, des diagnostics de performance énergétique, qui va probablement changer la configuration du marché, qui va, bonne chose pour vous, revaloriser la dimension d'efficacité énergétique là où elle existe, donc en particulier dans le neuf, mais qui va surtout dévaloriser la moindre performance énergétique pour les classes F et G, et donc pour quand même 17% du parc résidentiel. Et là, c'est un critère qui commence à mordre aujourd'hui sur les comportements d'agents, mais on va y revenir. Donc au total, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, quand on regarde à date la situation de l'immobilier résidentiel, ça va bien. On n'est pas loin des records, il y a beaucoup d'activités, même sur la construction. On est dans une bonne moyenne des 10-15 dernières années, donc on a le sentiment que les choses vont bien. En même temps, on voit que la plupart des orientations à venir sont des orientations qui nous poussent vers une conjoncture qui est en train de prendre un tournant plus défavorable. Alors, on voit la montée des taux, on voit les difficultés qu'on a, nous, dans la banque, à faire face à la limite qu'exerce le taux de l'usure sur l'offre de crédit. On voit ce que donnent les contraintes du HCSF, donc du Haut Conseil à la stabilité financière, alors qui aujourd'hui sont assez bien gérés pour tout ce qui concerne l'accession, mais qui posent vraiment un problème pour les investisseurs. C'est là où la contrainte est mordante, c'est sur le taux d'effort des investisseurs qui a du mal à passer compte tenu de... on peut presque parler d'étroitesse d'esprit de la réglementation sur l'appréhension des revenus des investisseurs. Donc au total, si on prend en compte l'ensemble de ces dimensions, on a devant nous très probablement pour les mois et l'année à venir, une tendance à la baisse de l'activité en volume. Alors une baisse de l'activité qui a eu beaucoup de mal à se manifester. Vous avez vu celle qu'on voit sur les transactions dans l'ancien tout à l'heure, mais qui est somme toute pas très forte. La crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une sorte d'accélération de cette baisse d'activité en fin d'année. Alors on verra comment les choses se passent. Nous, en interne, on a l'impression que le mois de septembre a été une rupture, que jusqu'en août, les choses se passaient bien, et qu'à partir de septembre, ça a été une rupture. Donc, alors ceci dit, les prévisions que je vous présente là, on les a faites en début d'année, un peu revues en juin, mais sur le fond, c'est une vision un peu de moyen terme. Donc, baisse des transactions dans l'ancien, et recul plus progressif des transactions dans le neuf. Alors, transactions dans le neuf, autour de 250 000 logements, c'est les opérations des seuls ménages, sans, bien sûr, en laissant de côté tout ce qui est logement social, en particulier dans les opérations. Et à la suite de ça, et de façon décalée par rapport à ça, une tendance probablement à la baisse des prix. Et donc, on anticipe une baisse des prix pour l'an prochain de l'ordre de 3% l'an, avec une incertitude, bien sûr, c'est qu'est-ce qui va se passer, la façon dont les prix vont réagir à cette situation d'inflation. On a eu l'habitude, mais je vais y revenir, on a eu l'habitude depuis en particulier 15 ans, de plus du tout nous intéresser à l'inflation. L'inflation moyenne depuis la crise financière, c'est 1% l'an. Donc, on ne regarde plus du tout l'inflation. Donc, dans nos têtes, l'évolution nominale et l'évolution réelle, c'est devenu pareil. Mais aujourd'hui, avec une inflation du prix des biens et services à plus de 6% l'an, c'est plus du tout pareil. Et on n'est pas intellectuellement préparé. Enfin,
dans notre pratique collective, dans notre relation au prix, à intégrer cette dimension d'écart entre le nominal et le réel, qu'il va bien falloir réintégrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi une interrogation qu'on peut avoir. Donc, synthèse de cette conjoncture, on part d'une situation qui va extrêmement bien, on est en train de s'orienter vers un net ralentissement, et la question de savoir si ce net ralentissement, c'est le retour à une situation ex-ante qui n'est pas trop mauvaise, ou s'il peut y avoir une dégradation au-delà de cette situation ex-ante. C'est un peu comme ça qu'on peut se poser la question, même si quand même le risque d'une baisse des prix, qui est à mon avis bien réel aujourd'hui, c'est quand même un indicateur important, parce qu'on a rarement ce type de situation. On a rarement eu ce type de situation sur les 30 dernières années. Alors, la deuxième partie, c'est plus du moyen terme, effectivement. Alors, ce n'est pas de la métaphysique, mais effectivement, c'est pour nous aider à réfléchir collectivement. Et je vous propose de regarder 5 grandes transitions qui me semblent à l'œuvre aujourd'hui, pour expliquer qu'au-delà de ce partage entre hier matin, ça allait bien, puis demain matin, ça risque d'aller un peu moins bien, il y a peut-être aussi en germe une transformation beaucoup plus radicale, enfin radicale, en tout cas beaucoup plus profonde du secteur de l'immobilier résidentiel, qui a une dimension au-delà du quantitatif, des volumes et des prix, une dimension qualitative qui est en train de transformer ce marché et qu'il faut prendre en compte quand on regarde, quand on fait une analyse économique de ce marché. Alors, 5 grandes transitions. La première, c'est ce que j'appelle la transition financière. Grosso modo, les taux d'intérêt ont été ces dernières années bas à un point qui était absurde sur le plan économique. On revient de cette situation très problématique. Ça risque d'avoir quel effet ? Et ça, on va voir à quel point c'est majeur. Deuxième dimension, la transition énergétique joue un rôle non seulement par les orientations qu'elle donne au marché, mais ça joue aussi un rôle parce que ça réoriente la politique du logement. Pendant 70 ans, on a eu une politique du logement qui était une politique de la construction. Ben, peut-être maintenant, on va avoir une politique du parc. Et ça, forcément, c'est beaucoup moins positif pour la construction. Enfin, c'est l'une des dimensions. Il y a aussi des aspects sur les prix, sur la géographie, etc. En parlant de géographie, il y a une troisième transition que je ne développerai pas, mais il me semble qu'il y a aujourd'hui une transformation au sein, enfin aujourd'hui, depuis quelques années en particulier, dans la représentation de l'immobilier résidentiel. On a été pendant des années une approche qui était très, très patrimoniale, beaucoup de valorisation, et aujourd'hui, la dimension d'habitat, la dimension de qualité de vie, la dimension d'environnement, la dimension de localisation géographique, pas au sens de la valeur, mais au sens de cette qualité de l'habitat, est en train de reprendre une place extrêmement forte, même si c'est matiné des conséquences de la crise énergétique, mais néanmoins, ça reprend une place extrêmement forte. Et donc, il y a une sorte de redéfinition géographique des préférences qui va de pair avec une redéfinition qualitative des attentes en matière de qualité de l'habitat. Et ça aussi, c'est un sujet qui vous percute à plein d'égards, parce que vous avez été mis dans une sorte de seringue d'équations économiques de plus en plus restrictives. Et là, ça vous obligerait à sortir de cette seringue. Et c'est nécessairement très compliqué. Donc, transition géographique et de la qualité qui me semble importante. Autre transition, la transition démographique. On a une génération du baby-boom qui, à partir de cette année, franchit le cap des 75 ans et plus. Donc, en moyenne, sur les dernières années, vous aviez 50 000 à 70 000 personnes de plus de 75 ans qui rentraient dans cette classe d'âge des 75-85. À partir de cette année, c'est plus 50-75 000, c'est 250 000 de plus. Et donc, cette dimension de vieillissement, et dans 10 ans, ça sera les 85 ans et de plus qui seront plus de 200 000 de plus à rentrer dans les classes d'âge. Et donc, ce phénomène de vieillissement
va jouer de façon très significative dans la transformation des besoins, pas seulement sur le plan géographique, mais aussi sur le plan géographique, mais aussi dans la nature de l'habitat, etc., dans l'adaptation de l'habitat. Donc c'est aussi une transition à prendre en compte, à mon avis. Et puis la dernière, c'est la transition digitale, qui bien sûr fait référence à la fois le digital entre dans l'immobilier comme il entre dans toutes les dimensions. On dit le digital, on devrait peut-être davantage dire le numérique. Et en même temps, on voit bien que pour mener à bien certaines de ces évolutions, et en particulier la transition énergétique, mais également une autre évolution qui pourrait être une évolution servicielle, on a besoin de data. Et on aura besoin d'intégrer le numérique et la transition digitale pour réussir la transition énergétique, pour répondre mieux aux besoins de la transition démographique, etc., etc. Donc voilà, tout ça me semble être de nature à quand même transformer assez profondément et finalement à assez court terme, enfin dans les 5-10 ans à venir, le secteur de l'immobilier résidentiel. Alors je vais regarder 2 points en particulier. Le premier, c'est celui sur les taux d'intérêt. Alors forcément, je suis banquier, donc voilà, ça me tient un plus à cœur, mais aussi comme économiste. Pourquoi ? Parce que j'ai passé à peu près toute ma vie d'économiste à voir ça. Voilà. 40 ans de baisse des taux d'intérêt en France, c'est quand même très, très impressionnant. Et il faut savoir qu'on venait d'un niveau de taux d'intérêt qui est particulièrement élevé, c'est-à-dire que, vu la politique économique qu'on a menée au début des années 80, on a encore augmenté l'inflation à la fin des années 70 par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc, on est parti d'un niveau de taux d'intérêt qui était encore supérieur, toutes choses égales par ailleurs, à celui de nos partenaires européens. Et ensuite, on a connu une baisse absolument drastique de ces taux d'intérêt jusqu'à un niveau qui est un niveau de taux d'intérêt de l'ordre de 1% l'an. Alors ici, j'ai pris les taux d'intérêt de longue période, c'est-à-dire les taux d'intérêt de la BDF sur le crédit hypothécaire. Et ce taux d'intérêt de 1%, économiquement, il est problématique parce que, d'une certaine façon, le prix du temps a disparu, ce qui est une sorte de non-sens. C'est dire qu'on est parti d'une situation exceptionnellement élevée, on arrive à une situation exceptionnellement basse, et à partir de maintenant, on subit un choc d'inflation de forte ampleur. Et ce choc d'inflation est naturellement suivi d'une tendance au resserrement monétaire de la part de la BCE et d'une remontée rapide de l'OAT, c'est-à-dire du prix du crédit pour l'État. Donc nécessairement, on a devant nous une hausse des taux. Ça, c'est le contexte. Autre élément du contexte, c'est qu'il faut comprendre comment sont formés les prix, en tout cas ex post, en France sur les dernières années. Quand on regarde les années 70 au début des années 90, grosso modo, le pouvoir d'achat des ménages, il est là en 72. Et si vous ne faites que suivre les prix, le pouvoir d'achat des ménages est là 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui explique que le pouvoir d'achat des ménages, leur solvabilité quand ils s'endettent à 100% pour acheter un logement, a été à peu près maintenue sur les 20 années? C'est la courbe en bleu, c'est-à-dire le fait que le pouvoir d'achat des ménages est venu compenser l'effet des prix. Et donc pendant 20 ans, 70-90, pendant les 20 ans de la révolution pavillonnaire du pays, etc., finalement, c'est le pouvoir d'achat qui a fait le job. Et en revanche, le crédit, il a eu plutôt tendance à rabaisser un peu, après il s'est ajusté, mais il n'a pas joué de façon significative. Alors ça, c'est les années 70-90. Ensuite, à partir du début des années 90, on a observé cette fameuse baisse des taux de crédit, et puis ensuite, avec retard, une autre dimension corrélative de la baisse des taux de crédit, c'est la montée des durées. Et vous avez eu, à partir du milieu des années 90, avec un impact fort à la fin des années 90, cette transformation de l'économie du financement du logement, où on est passé d'un financement du logement, grosso modo, par les revenus dans un environnement de taux d'intérêt, de conditions de financement assez stables, à un système qui, en fait, donnait une place absolument prééminente au crédit. Et on le voit bien ici, c'est-à-dire qu'avec le même schéma où vous partez du point de départ en 2001,
vous voyez quel est l'impact des prix. Vous arrivez à quasiment moins 60, moins 50% de pouvoir d'achat. Mais en revanche, là, le revenu, il vous fait gagner que 20%. Qu'est-ce qui fait que vous maintenez la solvabilité sur longue période? C'est plus le revenu, sont les conditions de financement. Et donc, les taux d'intérêt et les durées, deux variables qui sont corrélatives, ont joué le rôle décisif qu'a joué le pouvoir d'achat dans les années 70-90. Donc, pendant les années 2000, c'est le crédit, sont les conditions de financement qui ont assuré la solvabilité versus la hausse des prix. On pourrait dire autrement, si on a une vision d'économiste du marché, c'est que ce n'est plus le pouvoir d'achat qui a fait la hausse des prix, c'est la baisse des taux d'intérêt, la augmentation de la durée des crédits. Tout ça pour dire que si maintenant les taux augmentent, ça vient complètement percuter le modèle économique qu'on a mis en place, enfin qui s'est mis en place de facto sur les 20 dernières années. Là, on avait fait une petite simulation il y a quelques mois en disant, ben voilà vers quoi les taux d'intérêt des crédits ici à 20 ans devraient nous porter. Donc 2024-2025 à proximité de 4%. Aujourd'hui, on pense qu'on va y arriver plutôt plus vite, vu que la prévision très conservatrice d'OAT, elle est déjà dépassée. Donc, on a cette tendance-là. Et à droite, vous avez l'impact pour un ménage en termes de capacité d'emprunt si les taux augmentent. Et on voit à quel point votre passage là, de 16 € à 22 € au mètre carré, en fait, il risque d'être largement dépassé dans le futur si on poursuit cette tendance-là. Donc, il y a effectivement un risque sur la solvabilité, donc de facto un risque sur les prix. Alors, bien sûr, une partie de ce risque sur les prix va être amortie par l'inflation générale, la hausse des prix des biens et services. Mais peut-être pas tout, difficile à dire à ce stade, mais néanmoins peut-être pas tout. Parce qu'effectivement, quand on regarde les prix, la façon dont ils ont évolué en nominal, on a une hausse qui est absolument considérable depuis les années 70 jusqu'en 2022. On voit néanmoins que cette hausse, à la fois, elle est moins marquée si on regarde hors inflation, mais surtout, vous voyez que de 70 jusqu'à 95 à peu près, l'évolution de la valeur réelle de l'immobilier n'a pas été extraordinaire. C'est juste l'écart entre ici et puis et 100 qui est ici. Donc l'impact hors inflation des biens et services a été faible pendant les années 70-90. Ce qui nous ramène bien d'ailleurs au modèle qui fait que c'était le pouvoir d'achat qui était le driver des prix. Le pouvoir d'achat augmentait un peu plus que l'inflation chaque année, et donc on a une valorisation de l'immobilier qui est un peu plus que l'inflation chaque année. Et à partir du milieu des années 90, et puis surtout de la hausse des prix de 97, et bien là on va avoir une augmentation beaucoup plus rapide des prix en réel. L'écart entre le 100 ici des prix réels et le 200 des prix réels en 2020, ben, il est beaucoup plus fort que l'écart qu'on a ici entre le 70 et le 100 qui est là, sur la même période. Et donc on voit bien qu'il y a eu un impact sur les prix réels qui est particulièrement fort, et donc qui pourrait jouer à rebours. Alors bien sûr, pas avec la même ampleur, mais ça nous interroge. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans un univers de financement où les taux d'intérêt du crédit restent grosso modo en dessous de 5, le régime de prix dans lequel on évolue aujourd'hui n'est pas nécessairement remis en cause sur le fond, mais que si les taux d'intérêt devaient dépasser 5, alors je vous fais quelque chose à la hache, hein, là c'est vraiment pas métaphysique, on risque là d'avoir un ajustement beaucoup plus sensible sur les prix. Et ça va dépendre de la politique monétaire, de l'OAT, de l'inflation, etc., etc. Donc, un impact sur les prix qui est sensible et qui, si on le rapproche de votre activité, nous interroge, parce que cet impact sur les prix va pousser, il va désolvabiliser les ménages et donc il va réduire leur capacité à financer. Puis pendant ce temps-là, si on regarde quasiment tous les autres impacts,
sont des impacts qui jouent à la hausse sur vos prix, sur vos coûts, sur vos conditions de production de logements. Le seul impact qui vous ramène un peu dans le marché, qui d'ailleurs peut avoir un rôle tout à fait considérable, c'est l'efficacité énergétique dans un contexte où les prix énergétiques seraient bien supérieurs et continueraient à s'accroître. Mais on voit que cette évolution-là est problématique pour le financement du logement des ménages sur le moyen terme, mais également problématique sur l'écart potentiel entre le prix de l'ancien et le prix du neuf. Alors, encore une fois, vous partez avec une marge à rattraper, parce que sur les dernières années, le neuf a progressé moins que l'ancien. Mais ensuite, quand cette marge sera rattrapée, il y aura probablement un sujet. Ça, c'est le premier sujet, la transition financière. Il y a un deuxième sujet qui est la transition énergétique. Alors, ça ne vous a pas échappé, hein, bien sûr. Hein, voilà. Mais je pense qu'il faut bien intégrer le fait que c'est un sujet qui ne pourra pas être laissé de côté ou qui ne pourra pas être négligé. Pourquoi? Ce n'est pas juste parce qu'on en parle comme ça que c'est très à la mode, mais il y a en France un document qui est très impliquant, qui est la stratégie nationale bas carbone, et donc qui nous oblige à réduire tout à fait considérablement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici en particulier à 2030. Et le poids de l'immobilier là-dedans, il est tout à fait démesuré. C'est 40% plus de 40% de la consommation d'énergie finale, c'est le deuxième plus gros émetteur en matière de gaz à effet de serre, le bâtiment. Le logement résidentiel n'est pas très loin parce que pour l'essentiel, c'est une problématique de chauffage. Donc, à la fois, il y a une très grosse responsabilité de la part du bâtiment et du logement dans cette affaire-là. Et en même temps, si on regarde sur les dernières années, le résultat des politiques de réduction des émissions a été très mauvais. C'est-à-dire que quasiment aucun objectif des dernières années en matière de stratégie nationale bas carbone a été atteint dans le domaine du bâtiment. Et donc le besoin de faire, il est important parce que ça prend une place importante, et il est d'autant plus important parce que jusque-là, on n'a pas réussi. Pour vous donner un exemple, l'un des rares domaines où on a une information à peu près correcte de ce qui se passe en matière de rénovation énergétique, c'est la maison individuelle. Il y a une enquête qui est faite tous les 2 ou 3 ans, qui s'appelle l'enquête Trémy, et grâce à cette enquête, on sait combien de logements, maisons individuelles, ont été rénovés, quelles conséquences ça a en matière de transition énergétique, etc. Et on se rend compte que l'écart en fait entre le nombre d'opérations et le nombre d'opérations qui permet de gagner deux DPE, 2 tranches d'efficacité énergétique, c'est le jour et la nuit. Vous avez peut-être, je ne sais pas, à peu près, je n'ai plus le chiffre en tête, mais à peu près 6% des opérations maximum qui permet de gagner 2 tranches énergétiques, donc qui permettrait de passer de G à E quand vous êtes G. Sachant que E, en 2034, à nouveau, c'est problématique. Et donc, on est dans une situation où, aujourd'hui, la rénovation des logements, sur le plan énergétique, elle est globalement très peu efficace. Voilà ce qu'on peut dire en introduction. Alors, en étant, comment dirais-je, si on replace ça dans une perspective de plus long terme, on peut tirer le chapeau à la construction et à la production neuve, parce que ça remonte à 1973, l'ensemble des réglementations qui sont mises en œuvre, et on a eu quelques transformations assez radicales, puisqu'on est passé de réglementation thermique à des réglementations un peu plus globales sur l'ensemble des consommations. On est arrivé au BBC en 2012, en tout cas avec la RT 2012, mais aujourd'hui, la RE 2020, c'est une nouvelle étape. Bon, je ne sais pas si c'est raisonnable de penser qu'il faudrait que tous les bâtiments neufs soient des BEPO, mais au fond, effectivement, il y a cette évolution de très long terme qui joue. Mais dans la réalité, ça veut dire quand même que tous les logements qui sont construits, même avant 2012, sont des logements qu'il faudrait rénover
pour faire face aux impératifs de 2050. Donc, les contraintes sur la construction, c'est très bien, mais tous les ans, ça touche 1% du parc. Donc, comment on fait ? On pose des contraintes sur le parc lui-même, et là, on se rend compte que les premières réglementations commencent en 2015. Et donc, c'est tout récent. Ça veut dire qu'on n'a à peu près rien fait. Alors, bien sûr, là, depuis quelques années, on a mis en place beaucoup de réglementations, je vais y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les 30 millions de résidences principales, sur les 36 millions de logements de l'ensemble de notre parc, on est à peine au début du commencement de la mise aux normes en termes énergétiques du parc dans son ensemble, même si effectivement il y a eu les constructions depuis 2012 qui font les choses. Donc au total, un besoin de fer qui est particulièrement important parce que selon les derniers chiffres qui viennent de sortir, on aurait 17,3% de logements, donc 5,2 millions de logements, 15% de la population qui seraient en catégorie F et G, donc qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Et si vous ajoutez la classe E, qui n'est pas à 24 mais à 22%, c'est une erreur de ma part, on est à 40% des logements qui, d'ici à 2034, ne seront plus éligibles comme des logements pouvant être loués. 40 millions de logements, 40% des logements, pas 40 millions, pardon, 12 millions de logements, et donc un enjeu tout à fait considérable. Ici, je vous ai mis les chiffres pour l'immobilier résidentiel. Tout à l'heure, c'était ceux du bâtiment. L'immobilier résidentiel, c'est 52% de la consommation finale d'électricité, 40% pour le gaz. Donc, voilà, on est sur des enjeux majeurs et des enjeux sur lesquels il y a un changement de ton. Ce changement de ton, pour moi, il est dans le fait qu'on a basculé d'un univers de l'information et de l'incitation à un univers de la pénalisation. L'univers de la pénalisation, c'est les 100 000 logements qui sont aujourd'hui plus éligibles à être loués, qui sont les sortes de super passoires énergétiques. C'est l'interdiction d'augmenter les loyers si on est en catégorie F ou G. Bon, la plupart des bailleurs ne savent pas si leur logement est en F, en G, en D, ou etc. Mais ça nous promet un certain nombre de procès dans les années à venir. C'est également les interdictions de louer à partir de 1er janvier 2025, 1er janvier 2028 pour les G, les F, puis en 2034 pour les E. Et donc, on passe à une logique de pénalisation, donc des critères qui vont être beaucoup plus mordants, le tout dans un contexte où il y a eu une réforme du DPE, où on a mis en place les ZFE, où la zéro artificialisation nette est mise en place et même avancée par rapport au calendrier qu'il y avait précédemment, et donc ça pèse encore plus sur le foncier. Et donc on est dans une équation qui est en train de se tendre, avec un impact probable sur les prix, puisque finalement, de plus en plus, on va objectiver dans l'ancien les prix de cette non-efficacité énergétique. La mise en œuvre de l'audit énergétique à partir du 1er avril 2023 va donner à tout acheteur l'évaluation du coût des travaux qu'il devrait faire pour que son bien retrouve l'entièreté de sa valeur d'usage, c'est-à-dire qu'il puisse être loué. Nécessairement, cette valorisation des travaux à faire, en supposant qu'elle soit faite sérieusement, ce qui est un autre sujet aujourd'hui, se traduira par un espace de négociation entre le vendeur et l'acheteur, et qui, pour le coup, sera objectivé. Alors, ça sera particulièrement le cas sur l'individuel, ça deviendra progressivement le cas sur le collectif, même c'est toujours plus compliqué de mettre à niveau du collectif et des copropriétés. Donc, il y a un sujet de ce côté-là. Il y aura un poids sur l'évolution des prix qui viendra renforcer le poids de la hausse des taux sur les prix. Deuxième dimension, on voit que jusque-là, la valeur verte évaluée par les notaires, elle joue beaucoup sur les zones B2 et C, mais elle joue très peu sur les zones A et B.
Dit autrement, quand il y a de la tension, on ne s'inquiète pas du DPE. Quand il n'y a pas de tension et que par ailleurs on vit loin, le coût des flux énergétiques devient un sujet important. Là, il y a peut-être un risque de diffusion dans un marché qui va être plus réduit, donc nécessairement plus sélectif. Est-ce que les zones A jusqu'à B1 ne vont pas être davantage exposées à cette diffusion, même si voilà, l'aide à la rénovation, ça va peut-être faire baisser un peu la tension. Autre élément à prendre en compte, c'est que de la même façon qu'il y a un traitement différencié, une valeur verte qui est beaucoup plus faible dans les zones A et B1 que dans les zones B2 et C, de la même façon, il y a une valeur verte qui est très forte dans l'individuel, donc une différence entre F et G et A et B, ou F et G et puis D qui est au milieu, qui est la référence, qui est beaucoup plus forte dans l'individuel et qui, vous le voyez, est assez faible dans le collectif. Là encore, dans le marché dans lequel on va évoluer, qui va être un marché avec moins de transactions, davantage de préoccupations de pouvoir d'achat, de solvabilité de la part des ménages, est-ce que le collectif ne va pas être davantage exposé à cette baisse des prix associée à des DPE problématiques? Donc là encore, on a un sujet. Ces sujets du DPE, qui vont donc avoir un impact probablement sur les prix, néanmoins, n'ont pas que cet aspect d'impact. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une dimension géographique de ces DPE et sociale. Quand vous regardez la géographie des DPE, plus c'est rouge foncé, plus vous avez des F et des G importants. Hein. Ben, cette géographie, elle recouvre quand même assez largement une France âgée et pavillonnaire que des géographes ont rapidement qualifié de diagonale du vide. Et donc, les principaux ménages concernés par cette rénovation énergétique sont des ménages plutôt plus âgés que la moyenne, avec des biens qui sont plutôt des biens individuels, voire dans des zones qui sont des zones où ici, il y a très peu de marché immobilier, donc la valeur des biens est très faible. Et donc, la rentabilité future de l'investissement, quand on a plus de 65 ans, qu'on est dans une zone où l'individuel est peu attractif et a une faible valeur, tout ça est extrêmement problématique. Donc, on a ce premier sujet qui est le sujet de l'âge. On a un deuxième sujet qui est celui de la valeur. Vous voyez, là encore une fois, les F et G, et là, vous avez la carte du logement vacant. Là, vous avez la carte de l'évolution annuelle de population. En gris, c'est quand c'est négatif. On voit bien que ces cartes-là sont représentatives de la non-attractivité du marché résidentiel. Donc, on va demander à des gens chez qui il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande plutôt pour leur bien, de faire des investissements très importants dans un bien pour lequel la demande est très faible. Donc là encore, une grande difficulté de mise en œuvre, en plus avec une dimension sociale, parce que souvent, les catégories F et G sont habitées par des personnes qui ont des niveaux de revenus plutôt inférieurs à la moyenne de la population. Et puis le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est le fait... Alors, je ne vous fais pas toutes ces caractéristiques pour dire qu'il ne faut pas faire de la rénovation énergétique. Hein. Je veux juste objectiver le sujet pour montrer qu'il ne suffira pas de dire il faut le faire. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça et ça risque d'être beaucoup plus lent et long et difficile à mettre en œuvre et donc il faudra y mettre des moyens. C'est tout ce que je veux dire. Sur le sujet du locatif, eh ben en fait, là où vous avez 17% de F et G dans l'ensemble du parc de résidence principale, pour le locatif, c'est près d'un quart, c'est 23%. Si vous ajoutez le E, là, on ne passe pas à 40% comme pour le total, mais on passe à 49%. Vous le voyez d'ailleurs à travers ça, quel que soit le locataire dans le parc privé, c'est le jaune. Quel que soit le type de logement, maison individuelle, appartement ou ensemble, la part des F et G est toujours supérieure.
Donc, le parc privé, c'est celui qui est le moins bien placé de toutes les formes d'habitat en France par rapport à cette question de transition énergétique. Donc, sur les plus de 7 millions de logements locatifs privés, on en a finalement 1,7 million qui sont à F et G, qu'il faudrait très rapidement mettre à niveau, parce que sinon ils seront classés comme logements indécents. Et donc, comment est-ce qu'on va loger ces personnes? Je ne sais pas. Là, pour le coup, il y a une vraie quadrature du cercle. Et il faudra leur ajouter les près de 2 millions de logements qui sont en E. Et en plus, une grande partie de ces logements sont dans le collectif. La grande majorité. On sait à quel point, dans le collectif, ça peut être compliqué, avec les enjeux de copropriété, de mettre en œuvre des travaux structurels, suffisamment structurels en tout cas, pour gagner à minima 2 classes énergétiques. Et donc, les enjeux sont posés. Ça me semble extrêmement problématique d'imaginer qu'à 2030, tout ça sera géré, encore moins à 2025 ou à 2028. Là, on a une vraie difficulté qui est d'autant plus forte que les gens ils sont assez appétents à dire je vais faire des travaux de rénovation énergétique. Mais quand ils les font autant pour réduire leur facture énergétique que pour améliorer le confort. Donc, l'énergie, c'est bien, mais il faut que ça apporte quelque chose en plus. Et c'est la même chose pour les seniors, hein, quand ils veulent améliorer leur logement. Il faut qu'en plus, ça apporte du confort. Sinon, d'ailleurs, on ne vit pas que de chiffres, hein, on vit de bonheur, de qualité de vie, etc. etc. Donc, ça s'explique. Mais ça n'empêche que, voilà, il faut aussi tenir compte de ça. Et donc, on est devant cette situation où, finalement, la problématique est posée. On a, si on regarde les seuls logements individuels, ceux qui ont fait l'objet du plus de rénovation énergétique sur ces dernières années. Quand on observe les 2 dernières années analysées, c'est-à-dire 2018-2019, par l'enquête Prémy, on a gagné 2,5% de la consommation par an. Et ce gain de consommation, il est dit normatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aller mesurer la consommation avant-après. Donc, on fait une évaluation normative, conventionnelle, de ce que les travaux de rénovation énergétique auraient dû, toutes choses égales par ailleurs, améliorer. Or, on sait, et ça c'est prouvé par les études sur le sujet, que chaque fois qu'on fait une rénovation énergétique, notamment dans les logements individuels où la température était trop basse, etc., il y a ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire quand vous étiez à 16, vous profitez de la rénovation énergétique, pas seulement pour alléger votre facture, mais aussi pour repasser à 18. Et donc, en général, on ne gagne pas les 2,5, on gagne moins. Comment est-ce qu'on va faire pour baisser de 49% d'ici à 2030 ? Voilà, la question est posée, sachant que l'offre elle-même, elle est peu adaptée. On a une offre dans le bâtiment qui, il faut le dire, est quand même pas axée sur une culture de la qualité. Elle n'est pas axée sur une culture de la fin. Elle est plus axée sur une culture des moyens. Le sujet d'être efficace en matière de rénovation énergétique, ça suppose de répondre à des normes et donc de traiter des sujets qui, travaux étant faits, supposeront une mesure et permettront de valider le fait qu'effectivement, l'investissement qu'on a fait est conforme aux objectifs qui ont été donnés auparavant. Et là, on est en plein dans l'art de l'exécution, dans la qualité d'exécution. Ce n'est pas exactement la culture qu'on a dans le monde de la construction et du bâtiment depuis une trentaine d'années. Et là, il va y avoir un vrai sujet. Quand vous regardez les artisans qui sont labellisés RGE, il y en a une grande part chaque année qui disparaît du label RGE parce qu'ils n'ont pas tenu les critères de qualité. Et donc, on va avoir un sujet et qualitatif et quantitatif sur l'offre qui va être absolument déterminant et qui risque là également de prendre du temps, même si les parcours de formation sont aujourd'hui très nombreux. Mais on sait que dans le bâtiment en particulier, le besoin de main-d'œuvre est particulièrement criant. Et donc, pour toutes ces raisons, le sujet de la transition énergétique va être, à mon avis, un sujet
qui va peser longtemps. Et comme il va peser longtemps, il va faire l'objet de beaucoup de préoccupations des pouvoirs publics. Et donc, une part croissante probablement du budget logement ira vers cette dimension de rénovation et probablement moins vers les budgets de construction, etc. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci, M. Torgeman. Merci pour cette présentation qui répond évidemment à toutes les questions métaphysiques que nous posions. Alors, je vais peut-être faire court, sauf s'il y a vraiment une question courte et une réponse courte, mais je vois l'heure et je pense qu'on a tous envie d'aller continuer la discussion autour d'un verre. Alors, Mathieu, pas de questions? Eh bien, super. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On se retrouve autour d'un verre. Merci.